Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui tient littéralement notre monde ensemble, les liaisons chimiques. Ouais, c'est la colle invisible qui unit les atomes pour former, tout ce qu'on voit autour de nous. C'est la grande question, non? Que ce soit l'eau dans notre corps ou les roches sous nos pieds, tout n'est qu'une histoire de connexions entre atomes. Mais alors, comment ça marche au juste? Ok, pour piger le truc, il faut d'abord se demander pourquoi les atomes s'embêtent à créer des liaisons. Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas tranquillement chacun dans leur coin? La réponse, elle tient en deux mots, attraction et... Alors voilà, le concept clé est celui qui est un peu le maître du jeu en chimie, l'électronégativité. Imaginez ça comme le pouvoir d'attraction d'un atome sur les électrons. Certains atomes sont des vrais aimants à électrons, alors que d'autres, beaucoup moins. Et cette simple différence, vous allez voir, elle va tout changer. Et attention, cette propriété, elle n'est pas du tout aléatoire. Regardez un peu cette tendance sur le tableau périodique. Quand on se déplace de gauche à droite sur une ligne, et de bas en haut, l'attraction pour les électrons augmente. C'est pour ça que le fluor, tout à haut à droite, c'est le champion, l'élément le plus électronégatif. Il a une fin d'électrons insatiable. Et donc, cette guerre pour les électrons, elle donne naissance à deux grands types de liaisons. Quand deux atomes ont une envie d'électrons à peu près égale, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un compromis. Ils les partagent. C'est une sorte de trêve. On appelle ça une liaison covalente. Mais si un atome est beaucoup plus gourmand que l'autre, alors là, pas de pitié. Il arrache carrément l'électron à son partenaire. C'est un transfert net. Et ça, c'est la liaison ionique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on se représente concrètement ces partages, ces transferts? C'est là qu'intervient le génie de Lewis. Il nous a donné une sorte de plan d'architecte, une carte en 2D, pour dessiner la structure des molécules. En fait, le but ultime pour la plupart des atomes, c'est d'atteindre une sorte de zénitude chimique, un peu comme les gaz nobles qui sont hyper stables. Et pour ça, leur objectif, c'est d'avoir leur couche d'électrons externes complètement remplie. Généralement, ça veut dire 8 électrons. C'est la fameuse règle de l'octet. C'est un peu le Graal pour les atomes. Allez, prenons un exemple concret pour que ce soit plus clair. Le chlorure d'hydrogène, le fameux HCl. D'un côté, on a l'hydrogène avec son unique petit électron de valence. De l'autre, le chlore, qui en a 7. Séparément, aucun des deux n'est heureux, aucun ne respecte la règle de l'octet. Et voilà la solution. C'est super simple. Ils mettent en commun un électron chacun. Et hop, ils forment une liaison. D'un coup, l'hydrogène se retrouve avec sa paire partagée, ce qui le stabilise. Et le chlore, il complète sa collection, il arrive à 8. C'est du gagnant-gagnant. C'est ça, l'essence même de la liaison covalente. Bon, évidemment, ce serait beaucoup trop simple si ça s'arrêtait là. En chimie, comme souvent en science, les règles sont là pour être comprises. Mais les exceptions sont tout aussi importantes. Elles nous montrent que la réalité est encore plus fascinante. En gros, il y a deux grandes familles d'exceptions. D'un côté, on a les minimalistes, comme le bore dans le BH3. Lui, il se contente de moins de 8 électrons, pas de problème. On dit qu'il est déficient en électrons. Et de l'autre côté, on a les maximalistes. Ce sont des atomes plus gros, comme le soufre dans le SF6, qui peuvent utiliser des étages supplémentaires, des orbitales en plus, pour accueillir plus de 8 électrons. On parle d'hypervalence. Ce qu'il faut retenir, c'est que la taille et la position de l'atome dans le tableau périodique peuvent changer les règles du jeu. Ok, donc dessiner une molécule en 2D, c'est super pratique. Mais il ne faut jamais oublier que c'est une simplification. Dans la vraie vie, les molécules, elles existent en 3D. Et leur forme 3D, leur architecture réelle, elle est absolument cruciale pour comprendre comment elles se comportent. Alors la question, c'est comment on passe du plan 2D à la structure 3D. La réponse, c'est une théorie au nom un peu barbare, VSPR. Mais ne vous inquiétez pas, l'idée derrière est incroyablement simple. Imaginez que chaque groupe d'électrons autour d'un atome central est un ballon de baudruche. Si on attache plusieurs ballons ensemble par leurs nœuds, qu'est-ce qu'ils vont faire spontanément? Ils vont s'écarter au maximum les uns des autres pour prendre le plus de place possible. Les électrons, c'est pareil. C'est ce simple principe de répulsion qui va littéralement sculpter la forme de la molécule. Et ce tableau, il illustre parfaitement les conséquences. Prenez la première ligne, 2 paires d'électrons, 0 paire libre. Pour être le plus loin possible, elles se mettent à 180 degrés. C'est une ligne droite, c'est linéaire, logique. Mais maintenant, regardez ce qui se passe pour l'ammoniac, NH3. On a 4 ballons en tout, mais attention, l'un d'eux n'est pas une liaison. C'est une paire d'électrons libre. Et cette paire libre, elle est un peu plus grosse, elle prend plus de place. Du coup, elle pousse plus fort sur les autres et plie la molécule pour lui donner cette forme de pyramide. L'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr l'eau, H2O. L'atome d'oxygène au centre, il a bien 4 paires d'électrons en tout, 2 qui forment des liaisons avec les hydrogènes et 2 paires libres. Ces 2 paires libres, ce sont comme 2 gros ballons invisibles qui repoussent tout très fort. Ils forcent les 2 liaisons avec les hydrogènes à se resserrer et ça donne cette fameuse forme coudée. On ne la voit pas sur les dessins simples, mais elle est là, et elle change tout. Voilà, on a vu l'attraction des atomes, les plans 2D, la forme en 3D. Maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle.
On va voir pourquoi cette forme en 3 dimensions a des conséquences aussi incroyables dans le monde qui nous entoure. Revenons un instant sur notre molécule d'eau. Cette forme coudée, ce n'est pas juste un détail pour les chimistes, c'est la clé qui explique presque toutes les propriétés incroyables de l'eau. C'est cette géométrie bien précise qui est à l'origine de la vie telle qu'on la connaît. Et tout ça, ça nous amène à un concept super important, la polarité. Souvenez-vous, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il tire les électrons de la liaison vers lui. Chaque liaison OH est donc comme un mini-aimant. Mais pour que la molécule tout entière se comporte comme un aimant, il faut une deuxième condition. Il faut que sa forme soit asymétrique, pour que ses forces ne s'annulent pas. Et c'est là que la forme coudée de l'eau devient la star du spectacle. Si la molécule d'eau était une ligne droite, les 2 forces de tirage sur les électrons s'opposeraient et s'annuleraient parfaitement. Bilan, 0. Mais comme elle est coudée, ces 2 forces s'additionnent dans la même direction générale. Résultat, on a un côté de la molécule, vers l'oxygène qui est un peu négatif, et un autre côté, vers les hydrogènes, qui est un peu positif. Bref, la molécule d'eau est un aimant microscopique. Et alors, me direz-vous? Eh bien, et alors, c'est que cette polarité, c'est un véritable super pouvoir chimique. Ça permet aux molécules d'eau de s'accrocher très fort les unes aux autres, ce qui explique plein de choses comme la tension de surface. Et surtout, ça lui permet de se faufiler entre les atomes d'autres substances, comme le sel de table, de les entourer et de les séparer. Autrement dit, de les dissoudre. C'est pour ça qu'on l'appelle le solvant universel. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un peu vertigineuse. La géométrie d'une simple molécule, dictée par les lois de la physique quantique, conditionne la possibilité même de la vie. Toutes les réactions biochimiques qui se produisent en nous en ce moment même ont lieu dans l'eau grâce à cette fameuse polarité. On est parti d'une simple histoire d'atomes qui s'attirent et on arrive à la question même de notre existence. C'est fascinant, non ?